Voici le résumé du livre On Liberty de John Stuart Mill. Sur la chaîne Puissants livres oubliés, nous explorons les œuvres rares qui ont façonné la liberté de penser, la justice et la responsabilité individuelle. Un livre essentiel pour comprendre jusqu'où l'homme peut être libre sans nuire aux autres. Introduction. Dans chaque époque de l'histoire humaine, une question revient comme un murmure persistant, parfois comme un cri étouffé. Jusqu'où un être humain peut-il être libre sans menacer l'ordre du monde? La liberté n'est jamais un concept abstrait. Elle se vit dans la chair, dans la pensée, dans la parole, dans le droit d'être différent sans être puni. C'est cette tension profonde entre l'individu et la société que le philosophe anglais John Stuart Mill a osé examiner avec une clarté rare dans un livre devenu fondamental, On Liberty. À une époque où la pression sociale s'exerce souvent plus violemment que la loi elle-même, ces idées résonnent aujourd'hui avec une force presque prophétique. John Stuart Mill n'était pas un penseur isolé dans une tour d'ivoire. Philosophe, économiste et théoricien politique du XIXe siècle, il a grandi dans un contexte intellectuel rigoureux, façonné très tôt par l'étude, la logique et l'observation critique de la société. Son œuvre s'inscrit dans une période de bouleversement profond, industrialisation, montée des masses, renforcement des institutions, mais aussi uniformisation des opinions et des comportements. On Liberty, publié en 1859, n'est pas un simple traité académique, c'est une réponse directe à une inquiétude majeure, le danger que la société, même démocratique, devienne oppressive en imposant une manière unique de penser, de vivre et d'agir. Le cœur du livre repose sur une question centrale et dérangeante. Jusqu'où la société peut-elle légitimement limiter la liberté de l'individu? Mill observe que l'oppression ne vient pas seulement des gouvernements tyranniques, mais aussi de la majorité elle-même, de la morale dominante, du regard collectif qui juge, exclut et étouffe toute singularité. Pour lui, le conformisme est l'un des ennemis les plus silencieux et les plus dangereux de la liberté humaine. Une société peut être légalement libre tout en étant spirituellement étouffante. Face à cela, Mill pose un principe fondamental, simple en apparence mais révolutionnaire dans ses conséquences. L'individu doit être libre de penser, de parler et d'agir comme il l'entend, tant que ses actions ne nuisent pas directement à autrui. Ce principe, souvent appelé le principe de non-nuisance, devient la pierre angulaire de toute sa réflexion. Il ne s'agit pas de défendre l'égoïsme ou l'anarchie, mais de tracer une limite claire entre ce qui relève de la sphère personnelle et ce qui justifie une intervention sociale ou étatique. Pour Mill, contraindre un individu pour son propre bien est une forme de despotisme moral, même lorsqu'elle se présente sous les traits de la bienveillance. Le conflit que On Liberty met en lumière est profond. D'un côté, l'autorité sociale, la morale collective, les traditions et les normes. De l'autre, la liberté intérieure, l'expérimentation de la vie, le droit à l'erreur et à la différence. Mill affirme que le progrès humain ne naît pas de l'obéissance aveugle, mais de la diversité des opinions et des modes de vie. Une société qui écrase l'individualité, même au nom du bien commun, se prive de créativité, de vérité et d'évolution. Dans cette vidéo de la chaîne Puissants livres oubliés, nous allons explorer ce parcours philosophique avec profondeur et clarté. Nous verrons pourquoi la liberté d'expression est sacrée même pour les idées impopulaires, comment la pression sociale peut être plus oppressive que la loi, et en quoi la défense de l'individu n'est pas une menace pour la société, mais sa condition de vitalité. On Liberty n'est pas seulement un livre du passé, c'est un miroir tendu à notre époque, une invitation à examiner nos propres limites, nos peurs et notre rapport à la liberté. Chapitre 1. Qu'est-ce que la liberté selon Mill? Dans On Liberty, John Stuart Mill ne parle pas de la liberté comme d'un slogan politique ou d'un droit abstrait gravé dans la loi, mais comme d'un principe vital, presque organique, sans lequel l'humanité cesse de croître, de créer et de se transformer. Pour Mill, comprendre la liberté, c'est d'abord comprendre la tension permanente entre l'individu et la collectivité, entre la singularité de l'esprit humain et la pression uniforme de la société. La liberté individuelle n'est pas, dans sa pensée, un caprice personnel ou une revendication égoïste.
Elle est la condition même du progrès moral, intellectuel et social de l'humanité tout entière. Lorsqu'une société écrase la liberté de l'individu, même au nom de la morale ou du bien commun, elle se prive de ses forces les plus créatrices et se condamne à la stagnation. Mill observe que l'autorité collective ne se manifeste pas uniquement à travers les lois ou les gouvernements. Elle agit aussi, et parfois surtout, à travers l'opinion publique, les traditions, les normes sociales, le conformisme moral. Une société peut se croire libre tout en exerçant une tyrannie subtile sur les consciences, en imposant ce qu'il est acceptable de penser, de dire ou de vivre. Cette pression invisible est, pour Mill, souvent plus dangereuse que la contrainte politique directe, car elle pénètre l'esprit et façonne les individus de l'intérieur. La liberté individuelle, dans ce contexte, devient un rempart contre l'uniformité des âmes et la médiocrité collective. Selon Mill, la liberté véritable concerne avant tout 3 domaines essentiels: la liberté de penser, la liberté d'expression et la liberté de conduite. Penser librement signifie avoir le droit d'explorer des idées, même choquantes, même minoritaires, même erronées. Mill insiste sur un point fondamental: une opinion réduite au silence prive l'humanité entière d'un possible fragment de vérité. Même une idée fausse a une valeur, car elle oblige la vérité à se défendre, à se clarifier et à rester vivante. Une vérité acceptée sans contradiction devient un dogme mort, vidé de sens. La liberté de penser n'est donc pas seulement un droit individuel, mais un mécanisme collectif d'enrichissement intellectuel. La liberté d'expression découle naturellement de cette liberté de penser. Pour Mill, empêcher quelqu'un de s'exprimer, ce n'est pas seulement lui faire une injustice personnelle, c'est voler l'humanité d'un débat nécessaire. Il rejette l'idée selon laquelle une société aurait le droit de censurer une opinion sous prétexte qu'elle est dangereuse ou immorale. Ce qui rend une société véritablement forte n'est pas l'absence de discours dérangeants, mais sa capacité à les affronter rationnellement. La confrontation des idées, aussi inconfortable soit-elle, est le moteur du progrès humain. Sans elle, la société se replie sur des certitudes fragiles et des vérités non examinées. Mais la liberté, selon Mill, ne s'arrête pas à la pensée et à la parole, elle englobe aussi la manière de vivre. Chaque individu, tant qu'il ne nuit pas à autrui, doit être libre de choisir son mode de vie, ses valeurs, ses priorités, ses expériences. Cette liberté de conduite permet l'émergence de ce que Mill appelle des expériences de vie. Chaque être humain devient alors une sorte de laboratoire vivant, explorant différentes façons d'exister. Certaines échoueront, d'autres réussiront, mais toutes enrichiront la compréhension collective de ce que signifie être humain. Une société qui impose un seul modèle de vie étouffe cette diversité et se prive d'innovation morale et culturelle. Mill fait cependant une distinction essentielle entre liberté et licence. La liberté n'est pas le droit de nuire, d'exploiter ou d'opprimer. Elle s'arrête là où commence le préjudice envers autrui. C'est le cœur de son principe fondamental, l'unique raison légitime pour laquelle la société peut restreindre la liberté d'un individu est la prévention du tort causé à autrui. Ce principe, souvent appelé le principe de non-nuisance, établit une frontière claire entre l'autonomie personnelle et la responsabilité sociale. La liberté ne signifie pas l'absence de règles, mais la limitation de l'autorité au seul cas où un véritable dommage est en jeu. Cette distinction est cruciale car elle protège la liberté contre 2 excès opposés. D'un côté, elle empêche la société de s'immiscer arbitrairement dans la vie privée des individus sous prétexte de moralité ou de tradition. De l'autre, elle empêche l'individu de justifier des comportements destructeurs au nom d'une liberté mal comprise. Pour Mill, une liberté qui détruit les autres n'est pas une liberté, mais une forme de domination déguisée. La vraie liberté est compatible avec la justice, la responsabilité et le respect mutuel. La liberté est également, dans la pensée de Mill, intimement liée à la notion de progrès humain. Une société libre n'est pas simplement une société où les individus font ce qu'ils veulent, mais une société qui encourage le développement des facultés humaines les plus élevées, la raison, la créativité, le sens moral, l'autonomie intellectuelle. Lorsque les individus sont libres d'explorer, d'échouer, de se corriger et de s'améliorer, la société entière s'élève. À l'inverse, une société qui privilégie l'obéissance aveugle
et la conformité produit des individus passifs, dépendants et intellectuellement appauvris. Mill voit dans la liberté individuelle une force éducative. En étant libres de choisir, les individus apprennent à assumer les conséquences de leurs actes, à développer leur jugement et à affiner leur caractère. La liberté devient ainsi un outil de maturation morale. Sans elle, les individus restent dans un état de minorité intellectuelle, guidés par des autorités extérieures plutôt que par leur propre conscience. La liberté, dans ce sens, est une école de responsabilité. Enfin, Mill insiste sur le fait que la liberté n'est jamais définitivement acquise. Elle doit être constamment défendue contre les tendances naturelles de la société à imposer l'uniformité. Même dans les sociétés démocratiques, le danger persiste, car la majorité peut devenir oppressive, non par la force, mais par le poids de ses valeurs et de ses jugements. La liberté, selon Mill, exige donc une vigilance permanente, une culture du débat, une tolérance active envers la différence et une méfiance saine envers toute forme d'autorité qui prétend savoir ce qui est meilleur pour tous. Ainsi, dans On Liberty, la liberté n'est ni un privilège accordé par l'État, ni une permission sociale conditionnelle. Elle est un principe fondamental, une nécessité vitale pour le développement de l'individu et de l'humanité. Elle repose sur l'idée que chaque être humain est le meilleur juge de sa propre vie tant qu'il respecte la même liberté chez les autres. Comprendre la liberté selon Mill, c'est comprendre que le progrès humain ne naît pas de la contrainte, mais de la confiance accordée à l'esprit humain lorsqu'il est laissé libre de penser, de parler et de vivre. Chapitre 2. Le principe de non-nuisance. Au cœur de l'ouvrage. On Liberty, John Stuart Mill pose un principe d'une simplicité apparente, mais d'une portée révolutionnaire, un principe qui traverse le temps et continue de nourrir les débats modernes sur la liberté, la morale et le pouvoir. Ce principe est celui de la non-nuisance. Selon Mill, il existe une limite claire et non négociable à l'intervention de la société sur l'individu. Cette limite est le tort causé à autrui. Autrement dit, le seul motif légitime pour lequel une autorité, qu'elle soit politique, sociale ou morale, peut contraindre la liberté d'un individu est d'empêcher qu'il nuise aux autres. Tout le reste relève de la sphère privée, inviolable, sacrée, et doit être protégé contre toute intrusion collective. Ce principe marque une rupture radicale avec des siècles de pensée où la société se sentait autorisée à corriger, contraindre ou punir des comportements simplement parce qu'ils choquaient, dérangeaient ou s'écartaient des normes dominantes. Mill affirme avec force que le désaccord moral, l'indignation ou le malaise ressenti par la majorité ne constituent en aucun cas une nuisance réelle. Être offensé n'est pas être blessé, être choqué n'est pas être agressé. Ressentir une dissonance face à la manière de vivre d'autrui ne donne aucun droit de coercition. Cette distinction, que Mill juge essentielle, est pourtant souvent ignorée, même dans les sociétés qui se prétendent libres. La nuisance, pour Mill, doit être concrète, identifiable, mesurable dans ses effets sur les droits, la sécurité ou la liberté d'autrui. Elle ne peut être vague, émotionnelle ou fondée sur la peur de la différence. Une action qui ne concerne que l'individu lui-même, même si elle est jugée imprudente, immorale ou autodestructrice par la majorité, ne relève pas du champ d'intervention sociale. L'individu, en tant qu'être rationnel et moral, possède le droit fondamental de disposer de lui-même, de son corps, de son esprit et de sa vie. En niant ce droit, la société ne protège pas l'individu, elle l'infantilise et l'asservit. Mill observe que les sociétés humaines ont tendance à confondre protection et domination. Sous prétexte de préserver le bien commun, elles imposent des normes rigides, étouffent les différences et punissent l'originalité. Ce contrôle social ne s'exerce pas seulement par la loi, mais aussi par la pression morale, le ridicule, l'exclusion et la honte. Or, pour Mill, cette tyrannie de l'opinion est souvent plus dangereuse que la tyrannie politique, car elle s'infiltre dans les consciences et pousse les individus à s'auto-censurer, à renoncer à leur authenticité pour être acceptés. La liberté individuelle, dans cette perspective, n'est pas une menace pour la société, mais sa condition de vitalité.
En permettant à chacun d'expérimenter, de penser différemment et de vivre selon ses propres valeurs, la société se nourrit d'une diversité d'idées et de modes de vie qui favorisent le progrès. Empêcher cette diversité au nom d'une morale unique revient à appauvrir l'humanité tout entière. Mill insiste sur le fait que même les idées fausses ou choquantes ont une valeur, car elles obligent la vérité à se défendre, à se clarifier et à rester vivante. Une vérité imposée sans contradiction devient un dogme mort. Le principe de non-nuisance protège ainsi non seulement l'individu contre la société, mais aussi la société contre sa propre tendance à l'intolérance. Il établit une frontière morale claire entre ce qui relève de la responsabilité personnelle et ce qui relève de la justice collective. Là où il n'y a pas de victime, il ne peut y avoir de crime moral justifiant la contrainte. Cette vision exige une grande maturité sociale, car elle suppose d'accepter que d'autres vivent autrement, pensent autrement et choisissent autrement, sans que cela constitue une menace. Mill reconnaît toutefois que ce principe n'est pas toujours facile à appliquer. Les frontières entre nuisances réelles et simples désaccords peuvent sembler floues dans certaines situations complexes. Mais il affirme que cette difficulté ne justifie pas l'abandon du principe, bien au contraire. Renoncer à la non-nuisance, c'est ouvrir la porte à l'arbitraire, à l'abus de pouvoir et à la domination morale de la majorité sur les minorités. C'est permettre que la force du nombre remplace la force de la raison. Dans la vision de Mill, une société véritablement libre n'est pas celle où tout est permis, mais celle où chacun est responsable de ses choix, tant qu'il ne porte pas atteinte à la liberté des autres. Cette responsabilité individuelle est indissociable de la liberté. Être libre ne signifie pas être exempt de conséquences, mais être reconnu comme un agent moral, capable de choisir et d'apprendre. La société n'a pas pour rôle de façonner les âmes selon un modèle unique, mais de garantir un espace où les individus peuvent se développer selon leur propre nature. Le principe de non-nuisance reste aujourd'hui d'une actualité frappante. Dans un monde marqué par la surveillance, la polarisation morale et la tentation constante de réglementer les comportements privés, la pensée de Mill agit comme un rappel puissant. La liberté ne se mesure pas à l'intention de protéger, mais à la capacité de tolérer. Une société qui ne supporte pas la différence finit toujours par opprimer, même lorsqu'elle se croit vertueuse. Mill nous invite ainsi à une vigilance permanente, non seulement face au pouvoir politique, mais aussi face à nos propres instincts de contrôle et de jugement. En définitive, le principe de non-nuisance n'est pas seulement une règle politique, c'est une éthique de la coexistence. Il nous enseigne que la liberté des autres, même lorsqu'elle nous dérange, est le prix à payer pour préserver la nôtre. Accepter cette vérité demande du courage, de l'humilité et une confiance profonde dans la capacité humaine à évoluer par l'expérience plutôt que par la contrainte. C'est cette confiance qui fait de John Stuart Mill l'un des plus grands défenseurs de la liberté moderne. Chapitre 3. La tyrannie de la majorité. John Stuart Mill introduit dans On Liberty une idée dérangeante et encore plus actuelle aujourd'hui que dans son siècle. La liberté humaine n'est pas menacée uniquement par les rois, les tyrans ou les gouvernements autoritaires, mais aussi, et parfois surtout, par la majorité elle-même. Cette majorité, convaincue de détenir la vérité, peut exercer une oppression silencieuse, diffuse, morale, qui n'a pas besoin de lois brutales ni de prisons visibles pour écraser l'individu. Mill nomme ce phénomène la tyrannie de la majorité, une force d'autant plus dangereuse qu'elle se cache derrière l'apparence de la normalité, du bon sens et de la respectabilité sociale. Dans les sociétés modernes, la domination ne se manifeste plus toujours par la violence physique. Elle agit par la pression sociale, par l'opinion publique, par la peur d'être marginalisée, ridiculisée, rejetée. La majorité impose ses valeurs, ses croyances, ses comportements comme s'ils allaient de soi, comme s'ils étaient naturellement supérieurs. Celui qui s'en écarte n'est pas forcément puni par la loi, mais il est puni par le regard des autres, par l'isolement, par la perte de reconnaissance. Pour Mill, cette forme de coercition est parfois plus étouffante que l'oppression politique, car elle pénètre l'âme et discipline l'esprit. Le conformisme devient alors un mécanisme central de contrôle.
Les individus apprennent à penser ce qu'il faut penser, à dire ce qu'il est acceptable de dire, à désirer ce que la société valorise. Peu à peu, la diversité des idées s'appauvrit. Les opinions originales sont perçues comme dangereuses non parce qu'elles nuisent réellement, mais parce qu'elles dérangent l'ordre établi. Mill insiste sur un point fondamental. Une société qui étouffe la dissidence intellectuelle se prive elle-même de son moteur de progrès. Sans confrontation d'idées, sans remise en question, la vérité se fige et se transforme en dogme. La tyrannie de la majorité ne repose pas toujours sur de mauvaises intentions. Bien souvent, elle naît de la conviction sincère que l'on agit pour le bien commun. La majorité croit protéger la morale, la stabilité, l'harmonie sociale. Pourtant, en imposant une vision unique de ce qui est bien, elle nie la complexité de l'expérience humaine. Mill rappelle que ce qui est juste pour certains peut être étouffant pour d'autres, et que la richesse d'une société réside précisément dans la pluralité des modes de vie, des caractères et des aspirations. L'opinion publique devient alors une autorité invisible mais puissante. Elle façonne les normes, dicte ce qui est honorable ou honteux, acceptable ou scandaleux. Cette autorité n'est soumise à aucun contre-pouvoir réel. Contrairement à un gouvernement, elle n'a pas de constitution à respecter, pas de limites clairement définies. Elle agit partout et en permanence. Pour Mill, lorsque l'opinion collective s'arroge le droit de juger et de corriger chaque comportement individuel, la liberté intérieure elle-même est menacée. Un des dangers majeurs de cette tyrannie est qu'elle rend l'individu méfiant envers sa propre singularité. Beaucoup finissent par censurer leurs pensées avant même de les formuler, par réprimer leurs intuitions, par renoncer à ce qu'ils sont réellement pour éviter le conflit social. La liberté cesse alors d'être une réalité vécue pour devenir un simple mot. Mill voit dans cette uniformisation des esprits un appauvrissement moral et intellectuel profond, car les grandes avancées humaines ont presque toujours été portées par des minorités courageuses, souvent incomprises, parfois rejetées. La majorité, selon Mill, n'a aucun droit moral à imposer ses préférences tant qu'aucune nuisance réelle n'est causée. Détester une idée, être choqué par un mode de vie, se sentir menacé par une différence ne constitue pas une justification pour restreindre la liberté d'autrui. La confusion entre inconfort moral et nuisance réelle est l'un des leviers les plus fréquents de l'oppression sociale. Mill met en garde contre cette confusion car elle transforme la sensibilité collective en arme contre la liberté. Même dans les sociétés qui se disent libres et démocratiques, la tyrannie de la majorité peut prospérer. Elle se nourrit de la peur d'être exclue, du besoin d'approbation, du désir d'appartenance. Plus une société valorise l'uniformité, plus elle devient hostile à l'indépendance de pensée. Mill défend alors une vision exigeante de la liberté. Non pas une liberté confortable, mais une liberté courageuse, qui accepte le désaccord, la diversité et l'inconfort qu'elle engendre. Pour John Stuart Mill, protéger la liberté individuelle signifie donc protéger les minorités, les voix dissonantes, les modes de vie atypiques, même et surtout lorsqu'ils dérangent la majorité. Une société véritablement libre n'est pas celle où tout le monde pense la même chose, mais celle où chacun peut penser autrement sans crainte. La tyrannie de la majorité est un rappel puissant que l'oppression peut porter le masque de la normalité et que la vigilance morale est nécessaire même lorsque le pouvoir semble appartenir au peuple. Ce chapitre constitue ainsi un avertissement intemporel. La liberté n'est jamais acquise une fois pour toutes. Elle peut disparaître sans bruit, noyée dans le consensus, étouffée par le conformisme, sacrifiée au nom du bien commun mal compris. Résister à la tyrannie de la majorité, pour Mill, n'est pas un acte d'égoïsme, mais un devoir envers l'humanité elle-même, car c'est en protégeant la diversité des esprits que l'on protège la vérité, le progrès et la dignité humaine. Chapitre 4. La liberté de pensée et d'expression. Pour John Stuart Mill, la liberté de pensée et d'expression n'est pas simplement un droit parmi d'autres, ni une concession accordée par la société à l'individu. Elle constitue le cœur même de toute civilisation vivante. Une société qui limite la pensée ou la parole se prive elle-même de sa capacité à évoluer, à corriger ses erreurs et à approcher la vérité. Mill considère que faire taire une opinion, quelle qu'elle soit,
représente un tort profond, non seulement envers celui qui la porte, mais envers l'humanité tout entière. Car empêcher une idée de s'exprimer, c'est supposer que l'on détient déjà la vérité absolue, une prétention que l'histoire n'a cessé de démentir. Mill insiste sur un point fondamental. Aucune autorité, aucune majorité, aucune institution ne peut prétendre être infaillible. Les vérités que l'on tient aujourd'hui pour évidentes furent hier considérées comme scandaleuses, dangereuses ou immorales. Les grands progrès humains, scientifiques, moraux, politiques, ont presque toujours commencé comme des opinions minoritaires, parfois persécutées, souvent ridiculisées. En étouffant une voix dissidente, la société se ferme peut-être à une vérité qu'elle n'a pas encore comprise. Ainsi, même si une opinion est minoritaire, dérangeante ou contraire aux normes établies, elle mérite d'être entendue, car elle peut contenir une part de vérité que l'opinion dominante ignore. Mill va plus loin en affirmant que même une opinion fausse a une valeur essentielle. Une idée erronée, lorsqu'elle est confrontée à la vérité, oblige cette dernière à se défendre, à se clarifier et à se renforcer. Une vérité qui n'est jamais remise en question risque de devenir un simple dogme, répété sans compréhension réelle, accepté par habitude plutôt que par conviction profonde. Selon Mill, lorsque les individus cessent de discuter et de débattre des idées fondamentales, ces idées perdent leur vitalité morale. Elles restent peut-être vraies en théorie, mais mortes dans l'esprit de ceux qui les professent. La liberté d'expression n'est donc pas seulement un moyen de découvrir la vérité, mais aussi de la maintenir vivante. Imposer le silence est, pour Mill, l'un des actes les plus graves qu'une société puisse commettre. Le silence forcé n'efface pas les idées, il les pousse dans l'ombre où elles peuvent devenir plus rigides, plus extrêmes ou plus dangereuses. En interdisant la parole, on ne supprime pas l'erreur, on supprime le dialogue. Or, sans dialogue, il n'y a ni apprentissage mutuel, ni progrès collectif. Mill voit dans la censure une forme de violence intellectuelle, une atteinte directe à la dignité humaine, car penser et exprimer sa pensée sont des extensions naturelles de l'être humain lui-même. La liberté de penser, chez Mill, ne se limite pas à la liberté d'exprimer des opinions populaires ou acceptables. Elle inclut surtout le droit de penser autrement, de contester, de déranger. Une société qui tolère uniquement les idées qu'elle approuve n'est pas véritablement libre. La vraie liberté se mesure à la capacité d'accueillir la divergence sans recourir à la répression. Mill met en garde contre l'illusion selon laquelle la liberté serait préservée tant que l'État n'intervient pas directement. En réalité, la pression sociale, le ridicule, l'exclusion et la condamnation morale peuvent être tout aussi oppressants que les lois. La tyrannie peut s'exercer silencieusement à travers les normes, les attentes et le jugement collectif. Dans cette perspective, Mill souligne que la liberté d'expression est inséparable de la liberté de pensée intérieure. Si l'individu craint constamment les conséquences sociales de ses paroles, il finit par censurer ses propres pensées. La société n'a alors même plus besoin d'imposer le silence de l'extérieur. L'autocensure devient la règle. Cette situation est, pour Mill, l'une des plus dangereuses, car elle étouffe l'originalité, l'innovation et le courage intellectuel. Une société composée d'individus qui n'osent plus penser librement est une société figée, condamnée à la stagnation. Mill reconnaît que toute liberté comporte des responsabilités, mais il refuse que la notion de bien moral serve de prétexte pour réduire l'expression des idées. Le simple fait qu'une opinion choque, offense ou dérange ne justifie pas sa suppression. La nuisance véritable, selon le principe fondamental de Mill, concerne les actes qui causent un préjudice réel et direct à autrui, non les idées qui bousculent les convictions établies. Confondre offense morale et nuisance réelle conduit à une société intolérante où la liberté disparaît sous couvert de protection. Pour Mill, la liberté d'expression joue également un rôle essentiel dans la formation du caractère individuel. Exprimer ses idées, les confronter à celles des autres, accepter la critique et réviser ses positions sont des exercices intellectuels et moraux qui développent l'autonomie, la responsabilité et la maturité. Une société qui encourage l'expression libre favorise des individus plus conscients, plus réfléchis et plus capables de juger par eux-mêmes. À l'inverse,
Une société qui restreint la parole produit des individus passifs, dépendants de l'autorité et peu enclins à penser de manière critique. La liberté d'expression est ainsi, chez Mill, le moteur même de la vérité. La vérité ne s'impose pas par décret, elle émerge du dialogue, du débat et parfois du conflit d'idées. Ce processus peut être inconfortable, lent et imparfait, mais il est le seul compatible avec la dignité humaine. Mill ne promet pas une société sans erreurs ni conflits, il propose une société capable de corriger ses erreurs par la confrontation ouverte des idées. Refuser cette confrontation, c'est choisir l'illusion de l'ordre au détriment de la vérité. En définitive, John Stuart Mill voit dans la liberté de pensée et d'expression non seulement une protection contre l'oppression, mais une condition essentielle de la vie humaine pleinement réalisée. Une société véritablement libre n'est pas celle où tout le monde pense de la même manière, mais celle où chacun peut penser différemment sans crainte. Là où les idées circulent librement, la vérité a une chance de se manifester, et l'humanité, dans toute sa diversité, peut continuer à progresser. Chapitre 5. L'individualité comme force sacrée. Dans On Liberty, John Stuart Mill élève l'individualité au rang de principe presque sacré, non pas au sens religieux, mais comme valeur fondamentale sans laquelle aucune société ne peut réellement progresser. Pour Mill, l'individu n'est pas une simple unité interchangeable au service du groupe, ni un rouage destiné à fonctionner selon des normes préétablies. Chaque être humain porte en lui une combinaison unique de capacités, de sensibilités, d'idées et de potentialités, et c'est précisément cette diversité vivante qui nourrit la richesse morale, intellectuelle et culturelle d'une civilisation. Là où l'individualité est étouffée, la société peut sembler ordonnée et stable en apparence, mais elle se dessèche intérieurement, perdant sa capacité d'innovation, de remise en question et de croissance authentique. Mill observe que de nombreuses sociétés, même sans régime autoritaire visible, tendent à décourager l'originalité. La pression sociale pousse les individus à penser, agir, s'exprimer et même ressentir selon des modèles acceptés. Cette pression ne s'exerce pas toujours par la loi ou la force, mais par le regard des autres, la peur du jugement, l'envie d'être accepté. Peu à peu, les individus apprennent à se conformer, non parce qu'ils ont librement choisi ce mode de vie, mais parce qu'il est plus sûr, plus confortable, moins risqué. Mill voit dans ce phénomène une menace grave. Lorsque les êtres humains cessent d'être eux-mêmes pour devenir des copies conformes, la société perd ce qui fait sa vitalité la plus profonde. L'individualité, pour Mill, n'est pas un caprice ni une simple affirmation de l'ego. Elle est le résultat d'un développement intérieur conscient. Être un individu véritable, ce n'est pas s'opposer systématiquement aux autres, mais vivre selon des convictions réfléchies, des valeurs choisies, une compréhension personnelle du bien et du vrai. Une personne qui suit aveuglément les traditions, les modes ou les opinions dominantes, même si elle agit de manière moralement correcte, ne vit pas pleinement sa liberté. Elle obéit, mais ne choisit pas. Or, pour Mill, la liberté authentique commence là où l'être humain exerce sa capacité de jugement, d'expérimentation et de responsabilité. Le génie, la créativité et l'originalité occupent une place centrale dans cette réflexion. Mill affirme que les grandes avancées humaines sont presque toujours le fruit de minorités, voire d'individus isolés, qui ont osé penser autrement. Les idées nouvelles dérangent, choquent, inquiètent, précisément parce qu'elles sortent des cadres établis. Pourtant, sans ces esprits indépendants, l'humanité serait restée figée dans des croyances dépassées et des pratiques injustes. Ce que la majorité considère aujourd'hui comme évident était souvent hier une opinion marginale, voire condamnée. Protéger l'individualité, c'est donc protéger la possibilité même du progrès. Mill insiste également sur le fait que l'individualité ne profite pas seulement à celui qui l'exerce, mais à l'ensemble de la société. Une communauté composée d'individus diversifiés est plus résiliente, plus créative, plus capable de s'adapter aux changements.
Chaque mode de vie sincèrement choisi devient une expérience vivante dont les autres peuvent apprendre. Même si un individu se trompe, son erreur n'est pas vaine. Elle éclaire les limites d'un chemin et enrichit la compréhension collective. En revanche, une société qui impose un seul modèle de vie prive ses membres de cette richesse d'expérience et se condamne à la stagnation. Le danger de l'uniformisation des esprits est, pour Mill, plus subtil et parfois plus destructeur que la tyrannie politique. Une dictature visible suscite souvent la résistance, tandis que la domination des normes sociales agit silencieusement. Les individus finissent par censurer leurs propres pensées, par étouffer leurs aspirations les plus profondes, avant même qu'une autorité extérieure n'intervienne. Cette autocensure est particulièrement dangereuse, car elle donne l'illusion de la liberté tout en détruisant la substance. Mill redoute une société où les êtres humains seraient techniquement libres, mais intérieurement conditionnés à ne jamais sortir des sentiers battus. Dans cette perspective, l'éducation joue un rôle crucial. Mill critique les systèmes éducatifs qui privilégient l'obéissance, la répétition et la conformité au détriment de l'esprit critique. Former des individus libres, c'est leur apprendre à penser par eux-mêmes, à questionner les idées reçues, à développer leurs talents singuliers. Une éducation véritablement libérale ne cherche pas à produire des citoyens identiques, mais des êtres humains capables de jugement autonome et de responsabilité morale. Sans cette formation intérieure, la liberté politique reste fragile et superficielle. Mill ne nie pas que l'individualité puisse parfois déranger ou provoquer des conflits. Une société d'individus libres est nécessairement plus complexe, moins prévisible, parfois plus inconfortable, mais il considère ce prix comme largement inférieur à celui d'une société uniformisée. Le confort de la conformité est, à ses yeux, une illusion dangereuse, car il sacrifie la profondeur humaine au profit d'une paix artificielle. La vraie harmonie sociale ne naît pas de l'effacement des différences, mais de leur coexistence respectueuse. Il est essentiel de comprendre que Mill ne défend pas une individualité irresponsable ou égoïste. La liberté individuelle, dans son cadre, reste limitée par le principe de non-nuisance. Chacun est libre de développer sa personnalité tant que cela ne cause pas de tort réel aux autres. Cette limite n'annule pas l'individualité, elle la rend mature. Être un individu accompli, ce n'est pas vivre sans règles, mais vivre selon des règles que l'on comprend et accepte consciemment. L'individualité devient alors une force constructive, non une source de chaos. En fin de compte, Mill voit dans l'individualité l'expression la plus haute de la dignité humaine. Refuser à un être humain la possibilité de vivre selon sa nature profonde, c'est le réduire à un instrument ou à un numéro. Une société qui respecte réellement la liberté doit donc non seulement tolérer la différence, mais la protéger activement. Car c'est dans la diversité des esprits, des caractères et des chemins de vie que se trouve la véritable grandeur de l'humanité. Pour Mill, défendre l'individualité, c'est défendre l'avenir même de la liberté, de la vérité et du progrès humain. Chapitre 6. Liberté, responsabilité et maturité. La liberté, telle que John Stuart Mill la conçoit, n'est jamais une permission donnée à l'instinct de gouverner sans limite, ni une excuse pour satisfaire tous les désirs immédiats de l'individu. Elle est au contraire une exigence élevée, presque austère, qui suppose une maturité intérieure, une conscience éveillée et une responsabilité assumée. Là où beaucoup confondent liberté et absence de contrainte, Mill rappelle que la véritable liberté commence précisément lorsque l'individu devient capable de se gouverner lui-même. Une société qui accorde la liberté à des individus incapables d'emporter le poids ne crée pas des êtres libres, mais des êtres livrés à leurs impulsions, vulnérables à la manipulation, à la dépendance et à la décadence morale. Dans la pensée de Mill, la liberté n'est jamais séparée de la responsabilité morale. Être libre signifie être comptable de ses actes, de leurs conséquences et de leur impact sur autrui. La liberté ne supprime pas le devoir, elle le rend plus exigeant. Lorsqu'une autorité extérieure impose des règles strictes, l'individu peut se cacher derrière l'obéissance. Mais lorsque cette autorité se retire,
L'homme libre ne peut plus accuser la société, la tradition ou la loi. Il devient l'auteur de sa propre conduite. C'est là que la liberté révèle sa dimension la plus sérieuse et la plus noble, car elle oblige l'individu à développer une discipline intérieure plus forte que n'importe quelle contrainte extérieure. Mill insiste sur le fait que la liberté n'est pas l'anarchie. Elle ne consiste pas à nier toute règle, toute structure ou toute limite, mais à reconnaître que certaines limites doivent venir de l'intérieur plutôt que d'être imposées de l'extérieur. Une société libre ne peut fonctionner que si ses membres possèdent une conscience suffisamment formée pour distinguer le bien du mal, l'utile du nuisible, le juste de l'injuste. Sans cette maturation morale, la liberté dégénère rapidement en chaos, puis appelle inévitablement un retour brutal de l'autorité, souvent plus oppressive encore que celle qui existait auparavant. La responsabilité morale de l'individu libre repose sur la compréhension claire de la relation entre ses actes et leurs effets. Mill affirme que la liberté individuelle s'arrête là où commence la nuisance envers autrui, mais cette limite ne peut être respectée que si l'individu développe une sensibilité morale authentique. La loi peut punir les dommages visibles, mais elle ne peut remplacer la conscience dans la prévention du mal. Un individu mûr ne se demande pas seulement ce qu'il a le droit de faire, mais ce qu'il est juste de faire. Cette distinction est fondamentale, car une société obsédée par les droits sans cultiver la responsabilité finit par produire des individus légalement libres, mais moralement immatures. L'éducation de la conscience occupe donc une place centrale dans la vision de Mill. La liberté n'est viable que dans une société qui valorise l'éducation intellectuelle et morale, non pas comme un simple apprentissage de règles, mais comme une formation du jugement. Penser par soi-même, évaluer les conséquences de ses choix, reconnaître ses erreurs et en tirer des leçons sont autant de compétences indispensables à l'exercice de la liberté. Sans elles, l'individu devient dépendant des modes, des opinions dominantes et des influences extérieures, perdant ainsi la liberté même qu'il croit posséder. Mill distingue clairement la liberté extérieure, garantie par les lois et les institutions, de la discipline intérieure, qui relève du caractère et de la volonté. Une société peut accorder toutes les libertés formelles possibles, mais si les individus ne développent pas une maîtrise intérieure suffisante, ces libertés restent superficielles. La véritable liberté est celle qui permet à l'individu de résister à ses propres excès, de différer la gratification immédiate au profit d'un bien plus élevé, et de rester fidèle à ses principes même lorsque la pression sociale pousse dans la direction opposée. La maturité, dans cette perspective, n'est pas une question d'âge mais de profondeur intérieure. Un individu mature est capable d'assumer les conséquences de ses choix sans chercher constamment un coupable extérieur. Il accepte que la liberté implique le risque de l'erreur, mais aussi la possibilité de la croissance. Mill considère cette capacité à apprendre de ses fautes comme essentielle au progrès humain. Une société qui protège excessivement ses membres contre toute erreur finit par étouffer leur développement moral et intellectuel, produisant des individus dépendants et fragiles. La liberté véritable exige également le courage de la cohérence. Être libre ne signifie pas changer d'opinion au gré des circonstances ou des avantages immédiats, mais être capable de maintenir une ligne morale stable tout en restant ouvert à la critique et à l'évolution. Cette cohérence intérieure est le fruit d'un long travail sur soi, d'une confrontation honnête avec ses motivations profondes et d'un engagement sincère envers la vérité. Mill voit dans cette cohérence l'un des signes les plus clairs de la maturité morale. Enfin, Mill nous invite à comprendre que la liberté est une épreuve autant qu'un privilège. Elle révèle la véritable nature de l'individu, non pas lorsqu'il est contraint, mais lorsqu'il est libre de choisir. Dans cet espace de liberté, certains s'élèvent vers la responsabilité, la créativité et la justice, tandis que d'autres se perdent dans l'excès, l'égoïsme et la superficialité. La liberté ne garantit pas la vertu, mais elle est la condition indispensable pour qu'elle existe réellement. Sans liberté, la moralité n'est qu'obéissance. Avec la liberté, elle devient un choix conscient. Ainsi, pour John Stuart Mill, une société libre ne se mesure pas seulement à l'absence de tyrannie politique,
mais à la qualité morale de ces individus. La liberté extérieure doit être accompagnée d'une discipline intérieure, la responsabilité doit équilibrer les droits, et la maturité doit guider l'usage du pouvoir individuel. Là où ces éléments s'harmonisent, la liberté cesse d'être une menace pour l'ordre social et devient au contraire la source la plus profonde du progrès humain, de la dignité personnelle et de l'épanouissement collectif. Chapitre 7. On liberty dans le monde moderne. On liberty n'est pas un livre enfermé dans le XIXe siècle, il est une clé vivante pour comprendre le monde contemporain. Bien que John Stuart Mill ait écrit à une époque sans réseaux sociaux, sans médias de masse instantanés et sans surveillance numérique, ses idées semblent avoir anticipé les défis les plus profonds de notre temps. La modernité n'a pas aboli la question de la liberté, elle l'a rendue plus complexe, plus subtile, parfois plus invisible. Là où autrefois l'oppression venait d'un pouvoir central clairement identifié, aujourd'hui elle se manifeste souvent sous des formes diffuses, sociales, culturelles et psychologiques. Mill nous aide à voir ces mécanismes avec lucidité. Dans le monde moderne, la liberté n'est plus seulement menacée par les lois ou les gouvernements autoritaires, mais par la pression constante de l'opinion publique. Les réseaux sociaux, par exemple, donnent l'illusion d'un espace d'expression totale, mais ils créent aussi un environnement où l'individu est exposé en permanence au jugement collectif. Chaque parole peut être scrutée, interprétée, amplifiée, condamnée ou applaudie. Cette dynamique produit un climat dans lequel beaucoup choisissent le silence ou la conformité non par contrainte légale, mais par peur de l'exclusion, de la honte ou de la stigmatisation. Mill avait déjà identifié ce danger lorsqu'il parlait de la tyrannie de la majorité, une tyrannie qui n'a pas besoin de chaînes visibles pour être efficace. La pression sociale moderne agit souvent de manière douce mais persistante. Elle ne dit pas toujours « tu n'as pas le droit ». Elle suggère plutôt « tu ne devrais pas ». Elle n'interdit pas formellement certaines idées, mais elle les rend socialement coûteuses. Dans ce contexte, la liberté d'expression existe en théorie, mais se rétrécit en pratique. Beaucoup d'individus apprennent à s'auto-censurer, à ajuster leurs pensées à ce qui est acceptable, à éviter les sujets sensibles ou les opinions impopulaires. Mill aurait vu dans ce phénomène une menace directe pour la vitalité intellectuelle de la société, car une vérité qui ne peut être confrontée, critiquée ou discutée finit par se transformer en dogme mort. À l'ère numérique, la liberté est aussi confrontée à de nouveaux types de contrôle. Les algorithmes influencent ce que nous voyons, ce que nous lisons et même ce que nous pensons important. Sans violence apparente, ils orientent l'attention collective et favorisent certaines idées au détriment d'autres. Cette forme de pouvoir, impersonnelle et opaque, pose une question fondamentale que Mill aurait jugée essentielle. Qui décide des limites de la liberté et selon quels critères, lorsque le contrôle ne vient plus seulement de l'État, mais aussi d'intérêts économiques, culturels ou technologiques, la vigilance devient encore plus nécessaire. Pourtant, On Liberty n'est pas un livre pessimiste. Il rappelle que la liberté est une force créatrice. Dans un monde moderne confronté à des crises multiples, identitaires, politiques, morales, la pensée de Mill nous invite à faire confiance à la capacité des individus à grandir par l'exercice de leur liberté. Il affirme que le progrès humain naît de la diversité des expériences, des modes de vie et des idées. Une société qui étouffe l'originalité au nom de la sécurité ou de l'harmonie apparente se prive de ses ressources les plus précieuses. La modernité a également renforcé l'importance de la responsabilité individuelle, un point central chez Mill. La liberté n'est pas un simple droit à consommer, à s'exprimer ou à choisir sans réflexion. Elle exige une maturité intérieure, une capacité à assumer les conséquences de ses actes et à respecter la liberté d'autrui. Dans un monde où tout est rapide, réactif et émotionnel, cette dimension éthique de la liberté est plus cruciale que jamais. Être libre aujourd'hui, selon l'esprit de Mill, c'est résister à la facilité du conformisme autant qu'à la tentation de l'irresponsabilité. Si John Stuart Mill reste d'actualité, c'est parce que son œuvre ne propose pas une idéologie figée, mais une méthode de pensée. Il nous apprend à questionner l'autorité, même lorsqu'elle se présente sous des formes populaires ou bienveillantes.
Il nous rappelle que la liberté n'est jamais définitivement acquise, qu'elle doit être protégée non seulement contre les lois injustes, mais contre nos propres peurs, notre désir d'approbation et notre tendance à confondre confort et vérité. Dans le monde moderne, On Liberty agit comme un miroir exigeant. Il nous oblige à nous demander si nous vivons réellement en être libres ou si nous acceptons, sans trop résister, les limites invisibles que la société impose à nos esprits. À travers On Liberty, John Stuart Mill nous a laissé bien plus qu'un traité politique. Il nous a transmis une boussole intérieure. Tout au long de cette exploration, une idée centrale s'est imposée avec une clarté presque dérangeante. La liberté n'est ni un privilège accordé par la société, ni une permission tolérée par l'autorité, mais une condition vitale de l'épanouissement humain. Sans liberté de pensée, de parole et de mode de vie, l'individu s'étiole, et avec lui, la société entière perd sa capacité de progrès, de créativité et de vérité. Mill nous a montré que la plus grande menace contre la liberté n'est pas toujours le tyran visible, la loi brutale ou la dictature déclarée. Elle peut prendre une forme beaucoup plus subtile et donc plus dangereuse. La tyrannie de la majorité, le poids de l'opinion dominante, la pression silencieuse qui pousse chacun à penser, parler et vivre comme tout le monde. Dans ce climat, la liberté semble intacte en apparence, mais elle se vide de sa substance. On n'interdit pas de parler, on décourage. On ne censure pas officiellement, on ridiculise. On ne punit pas la différence, on l'isole. Et peu à peu, les individus apprennent à se taire eux-mêmes. Le principe fondamental de Mill, la liberté tant qu'elle ne nuit pas à autrui, agit alors comme une ligne de lumière. Il rappelle que la société n'a aucun droit légitime à contrôler les pensées, les opinions ou les choix de vie d'un individu simplement parce qu'ils choquent, dérangent ou sortent de la norme. Le désaccord moral n'est pas une nuisance, la différence n'est pas un danger. Au contraire, c'est de la confrontation des idées, même imparfaites ou dérangeantes, que naît la compréhension plus profonde de la vérité. Faire taire une opinion, c'est priver l'humanité entière de la possibilité de corriger ses erreurs ou d'approfondir son savoir. Mais Mill ne défend pas une liberté irresponsable ou chaotique. Il insiste sur un point essentiel. La liberté authentique exige maturité, responsabilité et discipline intérieure. Être libre, ce n'est pas agir sans limite, mais être capable de gouverner ses propres impulsions, de réfléchir aux conséquences de ses actes et d'assumer pleinement ses choix. Une société véritablement libre repose sur des individus capables de se diriger eux-mêmes, non sur des règles qui tentent de compenser l'absence de conscience. Dans le monde moderne, marqué par les réseaux sociaux, la surveillance numérique, la polarisation des opinions et la peur constante d'être jugé ou exclu, la pensée de John Stuart Mill résonne avec une intensité nouvelle. Jamais les individus n'ont eu autant de moyens de s'exprimer, et pourtant, jamais la pression à se conformer n'a été aussi forte. La liberté extérieure semble large, mais la liberté intérieure se rétrécit. Beaucoup parlent, mais répètent. Beaucoup s'expriment, mais n'osent plus penser différemment. Mill nous avertit, une société peut se croire libre tout en produisant des esprits dociles. Le message clé de On Liberty est donc profondément spirituel autant que politique. La liberté est fragile, et elle commence à l'intérieur. Avant d'être protégée par des lois, elle doit être habitée par le courage de penser par soi-même. Avant d'être revendiquée contre l'État, elle doit être défendue contre la peur, le conformisme et la paresse intellectuelle. La liberté véritable demande un effort quotidien, celui de rester fidèle à sa conscience même lorsque la majorité pense autrement. Alors, la question finale que ce livre nous adresse, et que cette vidéo te laisse, est simple en apparence, mais radicale dans ses implications. Es-tu réellement libre dans ta pensée, ou seulement autorisé à penser ce qui est accepté? Tes opinions sont-elles le fruit d'une réflexion personnelle sincère ou le reflet d'un consensus que tu n'as jamais osé interroger? La liberté dont parle John Stuart Mill n'est pas confortable, mais elle est vivante. Elle dérange, elle expose, elle exige. Et c'est précisément pour cela qu'elle est indispensable. Si cette exploration t'a nourri, questionné ou éveillé, je t'invite à t'abonner à Puissants Livres Oubliés.
Ensemble, nous continuerons à faire revivre ces œuvres intemporelles qui éclairent l'esprit, affermissent la conscience et rappellent une vérité essentielle. Penser librement est l'un des actes les plus puissants qu'un être humain puisse accomplir.